Bonjour, vous écoutez Decade for Change, le podcast. Aujourd'hui, notre monde fait face à des défis sans précédent. Le réchauffement climatique, l'effondrement de la biodiversité, la croissance des divisions et des inégalités au sein de nos sociétés. Pour relever ces défis, 2020-2030 doit être la décennie de l'action. 10 ans pour transformer les bonnes volontés en résultats à la hauteur des enjeux. C'est la responsabilité de chacun. Mais comment faire ? Decade for Change, le podcast, part à la rencontre de celles et ceux qui ne se contentent pas du diagnostic et des déclarations d'intention. De celles et ceux qui déploient des solutions concrètes pour accélérer la transformation de nos modèles, pour les rendre durables. Aujourd'hui, Charles Nicolas, cofondateur de Decade for Change, reçoit Gilles-Laurent Ressac. Il a fondé en 2004 Respublica, le cabinet de conseil spécialiste du dialogue collaboratif et de l'ingénierie de la concertation. Respublica déploie ses dispositifs auprès des entreprises, des administrations et des collectivités publiques. Bonjour Gilles-Laurent Ressac. Bonjour. La mission de Respublica, c'est de mettre le dialogue collaboratif et la concertation au service des processus de décision et de transformation des organisations, publiques comme privées. Quelle est l'essence des méthodes que vous déployez ? Je dirais l'essence de la méthode qu'on déploie, c'est la délibération. Et comme le disait Jürgen Habermas, la délibération, c'est l'art d'énoncer des opinions qui s'influencent les unes les autres pour former des jugements collectifs. Et ce qui est important dans cette définition, c'est le passage de l'individuel au collectif. La délibération, c'est de la parole collective. Et donc, toutes nos méthodes consistent à organiser la parole de tous ceux qui participent de façon à ce qu'ils produisent ensemble une parole collective. Vous avez été l'un des animateurs de la Convention citoyenne pour le climat, qui a mis ces méthodes sous le feu des projecteurs. Qu'attendait l'exécutif d'un tel dispositif quand il l'a commandé ? Sans doute les attentes de l'exécutif ont-elles évolué au cours du temps, mais si on regarde quelles étaient vraisemblablement les attentes au moment où la Convention citoyenne pour le climat a été annoncée par le président de la République le 25 avril 2019, à mon sens, il y a deux choses qui étaient très importantes. On était 15 jours après le rendu du grand débat et à la fin du mouvement des Gilets jaunes, en tout cas de sa phase la plus active. Et je pense que la Convention pour le climat avait pour objectif de répondre d'une part au dilemme fin du monde, fin du mois. Comment est-ce que on traite à la fois les questions environnementales, de lutte contre le changement climatique, et en même temps on s'occupe des questions de justice sociale et de solidarité avec les gens qui sont les plus en difficulté ou les plus fragiles dans la société. Et il se trouve que la crise du Covid a renforcé cet aspect-là dans la mesure où on s'est rendu compte que finalement les gens qui ont les plus bas salaires sont ceux sur lesquels la société entière s'appuie pour fonctionner. Et puis le deuxième objectif, c'était de répondre à une demande qui avait été très forte pendant le mouvement des Gilets jaunes, qui était la revendication du référendum d'initiative citoyenne, qui est, y compris dans ses formes les plus radicales, pouvait aboutir dans l'esprit de ses promoteurs à révoquer n'importe quel responsable politique. Et derrière cette demande, je pense que l'exécutif a compris qu'il y avait une demande de plus de démocratie. Et il se trouve que la délibération, c'est un instrument puissant de démocratie. Et vous-même, avec l'expérience que vous avez de ces méthodes de délibération citoyenne, qu'en attendiez-vous raisonnablement ? Raisonnablement, des choses déraisonnables. Notamment de prouver qu'il est possible d'avoir avec un groupe de 150 personnes qui représentent une mini-France, en l'espace de relativement peu de temps, la capacité à traiter un sujet extrêmement vaste, la lutte contre le changement climatique et plus particulièrement la recherche des actions structurantes qui permettent dans un esprit de justice sociale de limiter la production de gaz à effet de serre. C'était le cœur de la commande qui a été passé à la Convention, faire en sorte que ce sujet extrêmement vaste puisse aboutir à des mesures opérationnelles précises qui puissent être mises en œuvre quasi directement, sans filtre, avait dit le président de la République, avec des gens qui sont monsieur et madame tout le monde, c'est-à-dire des gens qui, par définition, ne sont spécialistes
ni du climat, ni de la lutte contre le changement climatique, ni de l'action publique. Ça, c'était un sacré défi et notre ambition, c'était d'arriver à démontrer qu'on pouvait faire ce genre de choses. Et selon vous, c'est le principal acquis de la Convention, d'avoir réussi à échafauder ce plan de 149 propositions, ou c'est davantage la capacité à créer un large consensus au sein de la population sur des sujets qu'on pensait jusqu'alors bien plus clivants? Il n'est pas du tout certain que les débats de la Convention se soient répliqués dans la population et qu'ils aient permis de créer un consensus dans la population. L'avenir le dira en réalité, on ne le sait pas bien, mais même si la couverture médiatique de la Convention a été particulièrement intense, surtout vers la fin, il n'est pas du tout évident que la grande majorité des Français ait entendu ce qu'a dit la Convention et soit d'accord avec ce qu'a dit la Convention. D'où l'intérêt d'ailleurs, si finalement ça se décide, d'avoir un référendum sur la question. Est-ce que ça voudrait dire qu'il faut ajouter une brique au dispositif pour s'assurer que le travail de ces citoyens ne soit pas tordu, déformé lorsqu'il arrive sur la place publique et qui n'a pas comme seule vocation d'alimenter le décideur et l'exécutif, mais aussi de nourrir la réflexion collective? En tout cas, c'est important que le débat ne reste pas cantonné dans la mini-France, le mini-public qui a été mis en place par la Convention. C'est important aussi, évidemment, qu'un dispositif comme celui-ci alimente l'exécutif et le législatif aussi, les parlementaires, et leur donne des idées. La Convention n'a pas sorti de scoop, n'a pas trouvé l'idée particulièrement géniale qui permettrait de résoudre tous les problèmes. Mais par contre, elle a réussi quelque chose d'important, c'est de montrer un niveau d'ambition. Et quand on interroge 150 personnes sur le niveau d'ambition, après qu'elles aient bien compris quelle est la nature du défi qui est face à nous en matière de changement climatique, elles placent ce niveau d'ambition beaucoup plus haut que ce que l'on pourrait imaginer, beaucoup plus haut que ce que beaucoup de politiques n'osent même penser, et sans doute beaucoup plus haut que ce que la population en général pourrait espérer. Simplement, il se trouve que la Convention, elle est aussi concomitante à une prise de conscience qu'on avait commencé à repérer quand on avait animé tous les dispositifs présentiels du grand débat national en 2018, où on avait organisé une quinzaine de réunions régionales sur ce sujet, où on avait vu que le thème du changement climatique commençait à basculer du côté de la prise de conscience positive. Mais avec quelque chose qu'on a identifié au démarrage de la Convention, c'est que si la population française a pris conscience de la nécessité de lutter contre le changement climatique, elle n'a pas forcément encore totalement pris conscience de l'urgence dans laquelle nous sommes. Ça, c'est ce que la Convention démontre, c'est que le niveau d'ambition, en fait, il est corrélé à la prise de conscience du niveau d'urgence. Et ça, c'est pas encore fait aujourd'hui. Donc, il nous faut sans doute un instrument supplémentaire pour pouvoir passer de ce mini-public à la France entière. Ce diagnostic, ce constat d'urgence, manifestement, il dérange une certaine partie des acteurs qui font la société. Comment vous interprétez ces réactions assez critiques? Après quelques minutes d'étonnement, voire d'agacement, finalement, c'est plutôt un hommage qu'ils ont rendu à la Convention, tous ces gens-là. Quand les responsables des secteurs qui produisent le plus de gaz à effet de serre râlent contre la Convention et considèrent que on a affaire à des Khmers verts, on sent qu'on a fait mouche et qu'on a bien touché le cœur d'un dispositif qui a bien compris que avec ces mesures proposées par la Convention, ils vont être obligés de changer d'habitude, de changer de manière de faire, de changer de méthode. Évidemment, c'est pas facile. C'est difficile pour beaucoup même d'imaginer comment faire autrement. C'est pas seulement le fait d'être obligé de changer, c'est le fait de savoir comment le faire. Et c'est sûr que là, toutes les réponses sont pas forcément apportées, qu'il faut arriver à avoir plus d'imagination, à être plus innovant. Et puis, il faut aussi arriver à faire en sorte que les comportements changent. Mais là, justement, le niveau d'ambition de la Convention, ça a été aussi d'agir sur les comportements individuels, pas seulement sur des grands principes ou des grandes idées, mais d'avoir des mesures concrètes qui modifient les comportements avec des effets de levier très importants pour pas mal de ces mesures.
La Convention citoyenne pour le climat était un outil pensé pour faciliter la transformation de la société, du cadre juridique qui régit nos activités. Vous pensez, vous, que ces méthodes de délibération peuvent aussi être intégrées par les entreprises pour favoriser leur transformation? Comment doivent-elles procéder? Je dirais exactement de la même manière qu'on l'a fait pour la Convention citoyenne, il suffit de le décider. Et puis, comme l'a dit le président de la République le 10 janvier quand il est venu parler devant la Convention la première fois, il faut aussi prendre ses risques, c'est-à-dire prendre le risque de faire confiance aux gens à qui on donne la parole. Et d'imaginer que c'est pas parce qu'on leur donne la parole que tout d'un coup ils vont se mettre à délirer et à partir dans les étoiles ou à construire des châteaux en Espagne. On voit bien qu'en fait les gens sont extrêmement raisonnables. Ils peuvent avoir une forte ambition tout en étant très raisonnables. Et je pense que c'est ça qui doit se passer dans les entreprises. Il y en a qui le font déjà. À Respublica, on a pas mal d'expériences d'entreprises qui nous ont demandé de les aider à organiser des processus de délibération interne qui viennent en complément et souvent en préparation du dialogue social plus institutionnel, plus formel entre la direction et les organisations syndicales ou les institutions représentatives du personnel. Cette délibération que nous organisons, elle s'adresse à tout le monde, à tous les salariés d'une même entreprise. Quand on travaille de cette manière-là, d'une façon générale, on gagne beaucoup de temps parce que l'information recueillie, d'une part, dans la délibération avec l'ensemble des salariés, et puis d'autre part, la mobilisation qu'entraîne le fait de les mettre en dialogue et mettre les gens en dialogue, c'est aussi les mettre en mouvement collectivement. Et ça crée une dynamique qui permet de gagner beaucoup de temps. Un exemple d'une entreprise d'1 millier de personnes qui nous a demandé d'organiser un dialogue avec l'ensemble des salariés en amont d'une renégociation d'un accord sur le temps de travail qui avait une 20aine d'années. Et cet accord, la direction de l'entreprise pensait qu'il lui faudrait 1 an de négociation avec les institutions représentatives du personnel. Et après avoir discuté avec l'ensemble des salariés, quasiment l'ensemble, sur les 1000 salariés, il y en a un peu plus de 700 qui ont participé au dispositif de dialogue, l'accord a été bouclé en moins de 5 mois. Ce qui montre bien que quand on sait bien quelles sont les attentes des salariés, quand la direction et les organisations syndicales le savent bien et le savent sur une même base, il est assez facile finalement de trouver un accord derrière. Et même s'il y avait des clivages dans les entreprises, même s'il y a eu des négociations importantes sur cet accord, ils ont réussi à trouver un consensus en un temps extrêmement rapide. Et ça, je pense que c'est ce que peut apporter la délibération aux organisations, c'est de les rendre plus fortes, plus résilientes, et surtout de gagner du temps. Et dans la période actuelle, gagner du temps, c'est extrêmement important. Alors, peut-on envisager qu'en 2030, dans 10 ans, les principes mêmes de délibération, de concertation, de dialogue ouvert soient intégrés au cœur de la gouvernance, au cœur des processus de décision des entreprises, et que ce soit devenu la norme? J'espère bien. Mais pour ça veut dire qu'il faut qu'il y ait de plus en plus de responsables d'entreprise qui se convainquent qu'ils peuvent faire confiance à leurs salariés, de la même manière qu'au plan politique, il faut que les élus, les responsables publics, soient convaincus qu'ils peuvent faire confiance à la population quand ils lui donnent la parole. C'est pas une démarche facile, particulièrement en France, où généralement l'élite fonctionne sur la méfiance vis-à-vis du reste de la population. Les élites demandent souvent aux autres de leur faire confiance. La question, c'est est-ce que cette aspiration à la confiance remontante, si je puis dire, peut rencontrer une capacité à donner de la confiance descendante. Et ça, si on arrive à ça, en 2030, oui, les entreprises auront intégré dans leur mode de gouvernance la délibération. Merci Gilles Laurent. Merci à vous.